Avant de commencer, j'ai 2 surprises pour vous. 1, j'ai réservé un bar pour qu'on se rencontre. Je suis trop content. Je t'en reparle à la fin de l'épisode et en description. Et 2, je prépare un podcast spécial où tu me poses tes questions les plus indiscrètes. Bon épisode! Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains rayonnants qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un militant écolo, féministe ou antiraciste comme aujourd'hui pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Grace Lee du podcast Kiffe ta race pour parler de racisme. Salut Grace! Salut Pierre! Alors la semaine dernière, on a déjà publié un épisode avec Grace sur le racisme anti-asiatique. Mais comme j'adore leur podcast Kiffe ta race avec Rokhaya Diallo, c'est tellement riche sur les questions liées au racisme que je voulais faire un deuxième épisode dédié au racisme en général, donc aussi envers les Noirs, les Arabes, les Roms, etc. Et plus largement, on va aussi parler du coût mental du racisme quand on le subit. On parle de charges raciales notamment, de comment le déconstruire pour cesser d'avoir honte de ses origines et en être fier. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, comment être un allié antiraciste. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es écrivaine, réalisatrice et créatrice du podcast Kiffe ta race, et donc une militante antiraciste. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus sur la vie de Grace et son histoire, je vous invite à écouter l'épisode précédent sur le racisme anti-asiatique. Là, je voudrais vraiment parler de votre podcast Kiffe ta race. C'est le premier podcast français dédié aux questions raciales en France. Question simple, pourquoi vous avez choisi ce nom Kiffe ta race? Alors, il y a plein de gens qui nous ont dit que c'était hyper raciste. C'est des gens qui écoutent pas le podcast. Alors, en fait, Kiffe ta race, quand on a grandi dans les années 90, c'était c'était une expression qui n'a rien à voir avec la question de la race, quand on disait, enfin je sais pas si ça se dit encore, mais quand on disait j'ai trop kiffé ma race, ça voulait dire j'ai passé un excellent moment. Ou bien c'est comme quand on disait j'ai kiffé ma mère. Enfin je veux dire, ça veut pas dire que je kiffe ma mère, ça veut dire que j'ai méga kiffé quoi. Ouais, j'ai méga kiffé, voilà, c'est ça. C'était une expression on trouvait ça hyper drôle de l'utiliser pour parler de race, alors qu'à la base c'est quelque chose qui n'a rien à voir, surtout dans le contexte français où tu sais, en France on a quand même vachement de mal à parler de racisme. On a l'impression que c'est tabou, les gens sont tout de suite dans le déni, sur la défensive, alors que on n'arrive pas à avoir des conversations qui sont des conversations qui nous importent. Voilà, on a utilisé ce titre pour briser ce tabou et dans la joie et la bonne humeur, voilà. Ouais, moi j'adore parce qu'effectivement, du coup c'est souvent des discussions, voilà, c'est des sujets tabous, mais vous dites vous mettez les pieds dans le plat, et c'est souvent des conversations profondes, souvent avec par exemple des sociologues ou des chercheurs, etc., mais avec beaucoup d'humour, et du coup il y a aussi un côté un peu provoque. Pourquoi vous avez créé ce podcast? Est-ce que c'est effectivement parce qu'il n'y avait pas d'espace sain, en tout cas, pour parler de racisme calmement? Ou est-ce que c'est plutôt parce que d'habitude, le racisme, c'est souvent relégué à la sphère intime et c'est un sujet très dépolitisé? Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, merci beaucoup pour ton écoute, Pierre. C'est hyper, ça me fait vraiment, vraiment plaisir que tu sois un auditeur, parce que déjà à la base on l'a fait pas pour toi. Enfin, c'est très bien que tu l'écoutes, mais tu n'étais tu n'es pas dans notre esprit. On pensait pas que tu seras intéressé, parce que nous, ce qu'on voulait faire, c'était déjà créer un espace pour nous en parler, c'est-à-dire les personnes qui subissent du racisme. Parce que c'est hyper, pour moi, c'est hyper opposant de parler par exemple à Rokhaya, parce que quand je lui dis, il m'est arrivé ça, il y a un mec qui m'a dit ça dans le métro. Jamais elle me dirait, mais t'es sûr que c'était raciste, parce que moi je sais pas, je crois que tu t'exagères un petit peu. Et ça, c'est la réaction classique des gens qui ne vivent pas le racisme au quotidien. Et c'est vrai qu'ils sont toujours dans le doute, en fait, de se dire non mais tu ramènes tout au racisme, parce que en fait le racisme, ça traverse nos vies. Quand on est mais si tu le subis pas, tu le vois pas, quoi. C'est comme quand tu parles à un homme de sexisme, et il a beau être l'homme le plus sympa, empathique du monde, il peut pas savoir
ce que ça veut dire de vivre le sexisme, parce qu'il a pas vu les regards, parce que il a pas été l'objet de cette oppression-là. Donc, même si tu mets toute ta bonne volonté, tu ne pourras pas te mettre dans les chaussures, on dit en anglais, te mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas perçu comme une personne blanche ou une personne ou un homme ou une personne d'un certain groupe social. C'est et lorsque moi j'en parle avec Rokhaya Diallo ou avec d'autres personnes qui sont aussi visées par le racisme, bah, déjà je sens un soulagement parce que je vois que en fait on remet pas en question ma parole. Elle me dit pas non mais je pense que t'étais vraiment mal lunée ou bien tu sais, enfin comme on dit à une femme, t'es sûre que t'as pas tes règles quand même, t'es vraiment de mauvaise humeur. Et et ensuite, une fois que je me sens soulagée, il y a de la place pour analyser et pour surmonter. Enfin, c'est-à-dire comment on fait pour que ça se reproduise plus, comment on fait pour trouver une parade, proposer une solution collective, quelque chose qui soit constructif en fait. Parce que c'est sûr que si on est dans le déni, on construit rien. Au contraire, on va balayer ce qui a été fait auparavant. Donc c'est ça qu'on voulait faire quand on a créé ce podcast, c'est qu'on se disait mais nous on avait déjà ces conversations en privé. Moi quand de toute façon, quand il t'arrive un truc, t'en parles à tes proches, à ton entourage. Et ces questions-là, enfin elles restaient dans notre intimité parce que eh bien, je savais à qui je pouvais parler de racisme, mais je savais à qui je pouvais pas parler de racisme. Enfin, parce que quand on vit dans ça quotidiennement, on sait avec qui on va pouvoir se réfugier, chez qui on va pouvoir trouver une oreille, une épaule, et comme on sait, enfin tu vois, qui va être proposer des solutions en se disant bon voilà, ça c'est le problème, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et je pense qu'avec Rokhaya, moi j'avais trouvé une personne où il y a tout, c'est-à-dire que on peut à la fois parler, analyser et comprendre et proposer, tu vois. Ouais, et c'est ça que dans moi ça m'a fait vraiment du bien de la rencontrer, de la connaître, et on s'est dit mais ce serait très super si on avait un espace où on pouvait faire ça, mais dans un truc public, c'est-à-dire que les gens pourraient aussi participer, écouter, et c'est ce que on a fait en 2018. Donc on a rencontré Joël Ronez, qui est qui est l'un des fondateurs de Binge Audio, et il nous a dit tout de suite, il nous a dit tout de suite, bah c'est super, j'adore le concept, on fait un pilote et puis voilà. Et ça fait donc là c'est la 4e année qu'on fait Kiffe ta race. Il y a eu donc plus de 75 épisodes. Et on est très contente d'avoir pu voilà, inviter tous ces gens, parler de plein de sujets, et ça continue. Et je pense que il y a d'autres podcasts qui parlent de ça. Il y a beaucoup de gens qui prennent cette question à bras le corps, et tout ça, je trouve ça hyper enrichissant pour tout le monde en fait, pour la société dans son ensemble et pour les personnes qui le subissent aussi. Ouais, parce qu'il doit y avoir des millions de personnes victimes de différents racismes selon leur origine, et qui ont personne à qui en parler. Et du coup, d'avoir un safe space comme ça où tu normalises, tu comprends que c'est pas toi le coupable, que tu l'as pas fantasmé, et que ça s'explique, et que c'est sociétal, et que c'était pas forcément entre guillemets personnel, ou que tu peux le déconstruire tout ça. Ouais, ça doit. Enfin, déjà, moi, ça m'a fait une bombe de découvrir le truc sans en être victime. Mais alors, j'imagine que quand on est victime, ça doit être incroyable ce que tu dois ressentir de comprendre qu'il y a un système qui existe, et que t'en es la victime, mais que tu savais pas forcément, quoi. C'est vrai que le fait de pas être seul, c'est hyper parce qu'en fait l'isolement, ça nous affaiblit beaucoup, parce que on se dit que non mais j'ai dû faire un truc, ou j'ai pas été irréprochable, ou et en réalité tout ça c'est faux, parce que le racisme frappe indifféremment les personnes, enfin quelle que soit leur qualité, quelle que soit leur humanité, justement. Le racisme, il est là pour nous enlever toute humanité, et nous considérer comme des corps, comme des objets, comme des biens, des biens meubles, etc. Enfin, donc ça fait vraiment moi ça me fait du bien en fait de pouvoir
mettre des mots sur ce que je ressens, c'est hyper important parce que j'aime beaucoup les mots et que en fait, une fois que t'as posé ton diagnostic, enfin de dire voilà ça c'est ah oui ça c'est raciste, Ouais. et ben en fait il y a cette idée que c'est pas ta faute. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu te dis ah non mais oui bah, c'est tout un système en fait dont on est aujourd'hui encore le fruit, et ça c'est plus grand que nous, et d'ailleurs il faut que ce soit plus grand que nous pour pouvoir répondre. On peut pas seul euh, euh, aller au fight quelque chose de Pas systémique, quelque chose raciste, ouais. qui est beaucoup plus large que nous et qui euh, voilà vraiment Ouais. appelle des solutions collectives. Ouais, j'imagine que du coup, ça devient beaucoup plus clair dans ta tête et que, bah, je sais pas, un peu comme, bah, si on voyait le racisme comme une maladie, bah voilà, quand on te diagnostique enfin une maladie, qu'on savait pas trop ce que c'était, bah, enfin, tu comprends qu'est-ce qui se passe et du coup, comment on peut agir contre et tu vois plus clair sur des marges de manœuvre, quoi. Oui, c'est Je... vrai que la question de oui, le parallèle avec la maladie, c'est hyper, enfin parce que c'est le racisme comme d'autres oppressions, c'est des fléaux de société. Et donc c'est comme si la société était malade. Et lorsque quand tu poses Ouais, un diagnostic sur quelque chose, il y a un grand soulagement qui est ressenti par les personnes qui le vivent parce qu'elles se disent ah enfin il y a un nom en fait, et à partir de là on va pouvoir travailler à le combattre en fait. Mais ouais. tant que c'est juste une masse informe de souffrance, c'est hyper difficile. Ouais, puis en fait, il y a une histoire, il y a eu des luttes avant toi, il y a plein Ouais. d'autres gens qui se battent aujourd'hui, et il y a des recherches, et il y a plein de, il y a déjà énormément de choses en fait dont tu fais partie sans le savoir et que tu peux rejoindre, quoi. Alors je veux dire spoiler, bien sûr qu'il n'y a qu'une race humaine en termes de biologie, voilà, on l'a pas dit dans le précédent podcast ni pour l'instant ici, mais évidemment, voilà, qu'on soit noir, arabe ou blanc, on est tous des êtres humains de la même race biologique, mais quand on parle de race ici, c'est socialement, donc des Mm, races. Oui, bien sûr qu'il existe des races sociologiques que la société va pas traiter de la même manière, effectivement, une personne noire ou une personne blanche, par exemple. exactement. Euh, je voudrais parler du coût mental du racisme. Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est peu abordé, que vous avez traité dans un podcast de Kif Taras. Euh, pour toi, c'est causé par quoi, cette fatigue mentale? Alors le coût mental du racisme, ouais, c'est vrai on a invité une psychologue dans un épisode de Kif Taras qui a beaucoup travaillé sur la question, et aussi on a un autre épisode avec une femme qui est psychiatre. Ouais, Alors la première c'est Rakika et l'autre femme c'est Fatma Bouvet de la Maisonneuve, et elles ont toutes les deux travaillé sur ces questions-là parce elles consultent et qu'elles accueillent dans leur cabinet des patients et des patientes qui formulent des problématiques qui sont liées parfois, hein, pas toutes, mais en tout cas celles qu'elles nous ont exposées, liées au racisme. C'est-à-dire en fait quand tu vis le racisme et que en fait ça te fatigue parce que tu es constamment en train de faire des stratégies pour contourner, pour éviter, pour te soulager, pour combattre, pour affronter, et que comme on disait, le racisme c'est systémique. Ça veut dire que ça nous impacte en tant que personne, mais on ne peut pas résoudre le racisme qu'avec des relations interpersonnelles. Or, c'est quand ouais, même dans les relations interpersonnelles qu'on ressent aussi le racisme. Et donc lorsqu'on est en réflexion, enfin moi en tout cas, quand j'étais dans cette réflexion de me dire mais pourquoi elle m'a dit ça? Est-ce que c'est parce que je suis asiatique, ou, enfin, c'est vrai que quand je me pose ces questions-là, eh bien, ça me prend beaucoup d'énergie. Et ouais. dans un En des plus épisodes, des discriminations que tu subis déjà, de peut-être pas avoir tel job ou oui, voilà, tel mec qui veut pas sortir avec une personne asiatique. exactement. Enfin, en plus de notre vie quotidienne, enfin, qui est faite d'obstacles parce que voilà, on, on est tous dans le même panier là-dessus. Il y a aussi la couche de racisme, c'est-à-dire on se demande si les problèmes qu'on vit, ils sont ou pas liés au fait qu'on soit perçu différemment. Et dans un autre épisode de Kif Taras où on parle avec un sociologue qui s'appelle Éric Fassin, qui est professeur, on a parlé de ce qu'on appelle les avantages d'être blanc, donc les avantages liés à la blanchité. Et il nous a dit que lui, en tant que personne blanche,
s'il a un problème avec une autre personne, il se dit jamais parce que c'est parce que je suis blanc qu'il Bah oui. m'a voilà. En fait, la blanchité, elle propose des avantages que et ça t'enlève un espèce de d'épine du pied que par exemple moi je peux me dire dans une zone grise, hein, c'est-à-dire que voilà, je suis dans une queue, par exemple, je fais la queue et je vois que la personne devant moi, elle obtient une faveur, et qu'en fait, quand c'est mon tour, je l'obtiens pas. Et je me dis, ah mais, et forcément, je me dis, Ouais. est-ce que c'est parce que moi, je suis pas comme elle, et donc je suis pas comme ces personnes avant moi, mais il y a aussi le fait que bah peut-être que moi, je suis défavorablement racialisée, c'est-à-dire que elle m'aime pas, on va dire, enfin, ou Ouais. Et tu alors vois, que des enfin, fois, c'est peut-être pas le cas, quoi. Mais du coup, des fois, c'est pas le cas. Ça se trouve, elle connaît la fille devant moi. Ça se trouve, enfin, ça se trouve, enfin, j'en sais rien en fait ouais, pourquoi. ouais, ouais. Mais, Il y a mille raisons possibles. mais moi, je me dis, ça se trouve, c'est parce que, voilà. Et plein de, enfin, c'est en fait, c'est des stratégies qu'on monte tout seul pour, et en fait, ça nous fatigue là. C'est ce coup mental du racisme. On se dit, mais, et on passe du temps en fait à se dire mais et si nanani et ça et même je t'en parle encore aujourd'hui, donc ça veut dire que ça m'a assez marqué pour me Ouais. dire ouais mais ça se trouve elle était raciste cette personne-là, c'est pour ça que j'ai pas eu la chose, et après ça me rend en colère, et je vais je ça me travaille quoi, et ça me Ah prend de ouais. l'énergie, et c'est une énergie que je mets pas autre part, et c'est une énergie où je crée pas, et c'est une énergie qui est perdue pour moi parce que je l'ai dépensée à à, en Essayer fait de comprendre. ouais, Ouais. à me dire que le racisme c'est mal, et c'est, tu vois, et là-dessus on est tous d'accord, mais c'est comment on fait pour survivre au quotidien au racisme. Ouais, puis ça peut aller jusqu'à effectivement amener à des problèmes de santé mentale, des dépressions ou des Bah, burn-out ou d'autres choses, quoi. complètement, ouais, complètement, parce que là je te parle de quelque chose d'assez anodin, comme faire la queue dans une boutique pour acheter quelque chose, ou pour, Ouais, mais c'est si c'est ça. 5 fois par jour, Si c'est 5 fois par jour, si c'est pour avoir ton travail, si c'est pour avoir ton logement, si c'est dans tes relations dans l'espace public avec peut-être des représentants de la force publique, si c'est des choses à la mairie, enfin des choses qui sont vraiment complètement quotidiennes. Euh, Quand tu vois la force que ça me prend une fois, imagine si c'est 10 fois dans ma journée, bah ouais. je suis épuisée après. Donc et ça arrive à des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est effectivement il faut en faire. Et c'est triste que mes parents me disaient, oui, tu sais, nous, il faut qu'on en fasse 2 fois plus pour être à la hauteur des autres. Et en fait, moi, je veux pas de ça. Moi, je veux pas faire 2 fois plus pour être payée comme toi, Pierre, Parfait. en fait. Tu vois? Moi, je voudrais que si je fais autant que toi, je suis payée comme toi. Je trouve que c'est juste Bah ça, ouais. l'égalité. Il n'y a pas de, il faut que je fasse 2 fois plus pour toucher parfois Mmh. même moins, tu vois? Moi, ce qui m'a l'air lourd à porter, c'est que d'un côté, pour pas être rejeté par les autres, tu joues un rôle pour coller au cliché positif. Enfin, en tout cas, tu peux être incité à essayer de jouer un rôle pour coller au cliché positif qu'on te colle. Par exemple, je sais pas, peut-être qu'en tant qu'asiatique, tu vas effectivement bosser 2 fois plus parce que on t'a collé ce cliché. Et de l'autre côté, en même temps, bah, tu fais tout pour ne pas coller au cliché négatif qu'on va coller à ta communauté entre guillemets. Par exemple, peut-être que oui, tu vas peut-être moins ouvrir ta bouche face à une injustice parce qu'on t'a collé ce cliché de bah non, la communauté chinoise, faut pas faire de vagues. Ou je crois que dans un de vos épisodes, vous prenez l'exemple d'une personne noire qui fait attention à être ponctuelle parce qu'il y a ce cliché que les noirs sont en retard, ou à se mettre tout le temps du parfum parce qu'il y a ce cliché que les noirs sentent mauvais. Mais du coup, bah non seulement tu es en train de naviguer tout le temps entre ces clichés positifs et négatifs, mais en plus tu peux pas juste te construire toi normalement, quoi. Tu es tout le temps en train de te construire par rapport à ces pressions sociales, quoi. Mmh. Oui, ça c'est vrai que c'est, comment on réagit aux stigmates, et ça la psychologue Rakika l'explique très bien dans l'épisode qu'on a fait sur, le coût mental du racisme. Elle explique comment, des personnes, parce qu'elles sont très conscientes du stigmate, donc ça veut dire, les stéréotypes, heu, souvent très négatifs, hein, qui sont associés à un groupe de population dont elles font partie. Ouais. Quand elles sont conscientes de ça, elles produisent des efforts, consciemment ou inconsciemment, pour s'en détacher, ou peut-être même pour coller à ce stéréotype. Ça peut arriver, mais ça leur pèse en fait. Et il y a une autre, il y a un auteur très
proéminent aux États-Unis qui s'appelait W.E.B. Du Bois, qui est Ok. un intellectuel américain qui a théorisé ce qu'on appelle la double conscience, double consciousness. Et donc il a il a beaucoup écrit sur le fait que, en fait, on est conscient de la majorité et de la minorité. C'est-à-dire on est conscient de comment les gens qui font partie de la majorité vivent et ce qu'ils attendent en fait d'eux et des autres. Et en tant que personne minoritaire, issue d'une minorité, comment est-ce que on est conscient aussi de sa condition minoritaire et comment on interagit avec la voilà. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Hein. Si d'autres personnes plus érudites me disent Ouais, c'est que clair. c'est Ouais. pas ça. Mais et donc en fait moi par exemple en tant que personne issue d'un groupe minoritaire comme étant une femme et une femme d'origine asiatique, euh, j'ai eu très conscience très tôt du fait que alors il y avait une certaine norme qui est impalpable mais qui existait où dont j'étais différente. Donc les gens parlaient une autre langue chez eux, ils mangeaient différemment, ils vont en vacances ailleurs que moi, ils ont un mode de vie, un bagage culturel, des conversations qui me paraissaient éloignées de ce que moi je pouvais vivre dans mon quotidien, dans mes interactions sociales avec ma famille, avec mon entourage, où et j'étais très consciente de cette différence. Et et il m'est arrivé, par exemple, d'être dans un groupe majoritaire et de sciemment euh, peler tout ce qui pouvait être en lien avec ma condition de minoritaire, de dire alors absolument pas que je parle euh, comme si il faut que j'adopte un vocabulaire qui ne Ouais. trahisse pas Tu joues un rôle, quoi. voilà de là où je viens. Enfin en fait on parle de transfuge des fois de classe socio-économique pour dire ça, mais ça existe dans plein parce que les registres de langage ils disent d'où on vient, ils disent enfin si t'as un accent le Ouais. vocabulaire que tu utilises, si de quelle classe socio-économique tu proviens, etc. Enfin, tout ce qu'on utilise, tout ce qui est culturel de nous dit qui nous sommes. Et quand tu es dans cette conscience double de là où tu veux appartenir et là où on te perçoit, Ouais. eh bien, t'es dans ce rôle où tu te dis bon bah il faut que je joue mes cartes et t'as plein de cartes parce que moi en fait tu vois enfin on a tous plein de cartes. Moi j'ai été élevée dans telle famille mais j'étais à l'école dans tel endroit, j'ai travaillé dans tel endroit et en fait toutes ces cartes là maintenant elles sont dans mes mains donc je peux les utiliser au moment où j'en ai besoin. Et donc au lieu de maintenant sentir que c'est une euh, c'est pas que c'est pas une partie de moi, ça fait enfin pour moi c'est juste un outil que je peux Ouais. avoir pour mieux me faire comprendre et mieux faire passer mon message. Je ne le vis plus mal en me disant les gens vont me juger. En fait c'est vraiment faut que ça enfin j'espère que ça peut devenir une on peut accepter que tout le monde possède ses cartes en ses mains. Mm. Moi, je trouve ça flippant à quel point je suis ignorant sur ces sujets de racisme. Et voilà, je me rends compte que j'ai effectivement un angle mort énorme sur, je vais dire cette lutte, mais ces luttes et ces histoires. Et à mon avis, comme la plupart des personnes blanches qui nous écoutent. Donc, vraiment, je suis ravi de faire ces 2 épisodes avec toi. Merci Bert. Et avec plaisir. Et j'ai vraiment découvert un peu plus, en tout cas, parce que je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, l'ampleur du racisme en France que l'année dernière avec la mort de George Floyd et les violences policières. Et après, j'ai un peu creusé le combat à Dama. En fait, tout comme j'ai découvert l'ampleur du sexisme qu'avec MeToo et voilà les premières interviews sur le podcast. En fait, c'est des sujets où bah, tant que t'es pas directement concerné, même si on vit dans la même société, bah c'est invisible à tes yeux et en tout cas beaucoup moins, et tu peux vraiment croire que t'es au courant du problème alors qu'en fait t'as juste gratté la surface, quoi. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, euh, comment est-ce que on peut être un bon allié antiraciste? Mm. Eh bien, moi, alors, déjà, ce que tu fais, c'est un exemple de comment être un bon allié, c'est-à-dire que tu acceptes et tu reconnais que tu as des angles morts, c'est-à-dire que tu ne peux pas tout savoir sur le sexisme parce que tu es un homme. Donc, il y a des choses que tu n'as pas vécues, que tu ne, même si
lisez tous les livres féministes de ce monde, et il y en a, hein, heureusement. Tu ne pourrais pas appréhender l'énormité du travail à faire. Et de la même manière, puisque, sur la question du racisme, sur la question du validisme, la grossophobie, etc., il y a énormément de choses aujourd'hui qu'on peut enfin nommer et et continuer ce travail-là. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire de se dire, voilà, moi, de par ma condition personnelle, je n'ai pas été exposée à ce genre de risque, donc je suis ignorant. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et ensuite, quand on est ignorant, qu'est-ce qu'on fait? On s'éduque et on écoute ce que les gens disent. On cherche, même si c'est vrai que ça peut rester superficiel au départ, parce que oui, lire un livre, c'est pas en lisant un livre qu'on va tout savoir. Il faut lire plein de livres, il faut rencontrer des gens, il faut regarder des films, il faut aller sur place, il faut, etc. Enfin, ça demande beaucoup de travail. Mais l'éducation est primordiale, et l'éducation par soi-même, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est très très pesant pour des personnes qui subissent le sexisme de devoir aussi expliquer le sexisme aux personnes qui le subissent pas. Alors qu'aujourd'hui il y a plein de ressources, hein, et on peut juste aller s'informer soi-même. De la même manière pour le racisme, lorsqu'on subit pas le racisme, c'est bien de s'informer, de s'éduquer, et de le faire avec des moyens et des outils qui sont déjà existants, et pas de demander à quelqu'un de fournir un effort supplémentaire pour vous mâcher le travail et le mettre dans votre bouche, quoi. Donc ça c'est hyper important. D'aller voir une femme qui a subi un viol et de lui demander de t'expliquer la culture du viol en France, quoi. C'est ça, c'est déjà beaucoup de travail de survivre à ça, et de le théoriser ou d'en parler. Donc si on peut s'inspirer de tout ce qui existe déjà, c'est top. Et je pense il y a une chose que moi je pense que c'est important, c'est que non seulement donc s'éduquer mais aussi donner un sens à cette éducation dans le quotidien, dans ton quotidien, Pierre, dans le quotidien des personnes qui nous écoutent. C'est-à-dire, tu sais, moi, des fois on me dit, des fois j'entends des phrases, je te donne un exemple qui me pose un problème. Par exemple, une fois j'étais à une soirée et il y a un gars qui me dit un truc hyper raciste. Il m'a dit un truc. Il me disait, comme maintenant, les gens, mes copains, ils savent que je suis engagée dans cette cause antiraciste. Des fois, je passe des soirées où on me demande, mais qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc ça, c'est une forme de charge. Je voulais juste kiffer ma soirée et boire des coups, en fait. C'est ça. Et donc il y a un gars qui vient me voir, un mec que je connais depuis très longtemps, hein, qui me dit, tu sais, je voulais te dire, je suis pas raciste, mais bon, déjà quand tu commences ta phrase par je suis pas raciste, mais c'est que ce qui suit est compliqué. Il me dit, tu sais, mais les Chinois ils rachètent tous les bars tabac. Il y a un bar tabac en bas de chez moi. Et avant c'était je sais plus ce qu'il m'a dit, mais maintenant ça va être des Chinois. Tu comprends, c'est pas pareil parce qu'on peut pas parler avec eux. On n'a pas la même culture. Et puis tu rencontres les gens qui allaient au café pour prendre un verre et discuter, maintenant ils peuvent plus le faire. J'ai trouvé ça hyper raciste, quoi. Déjà je lui dis, mais tu sais, si le café, le bar tabac en bas de chez toi il a pas fermé, sois heureux, tu vois, que les gens l'ont repris. T'imagines s'il était fermé, qu'il y avait un opticien ou un assureur ou un truc immobilier à la place, hein, tu serais vraiment dégoûté, parce que vraiment il y aurait plus de lieu de vie. Et en fait, ces gens-là, ils sont comme toi. C'est-à-dire que si tu leur parles et que si tu leur poses des questions, tu vas vite voir que vous êtes tous des êtres humains. En fait, il y a pas de culture insurmontable, de fossé de culture ou de race. C'est vraiment des gens qui sont comme toi. Et encore une fois, tu vois là, on parle de race alors qu'il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, c'est quand même des gens qui sont commerçants et dont le but est de t'offrir un service, quoi. Ben c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est bon. Et on ramène encore la race en plein milieu de l'histoire, alors qu'à la base il y en a pas, et il y a pas de problème. Et en plus, donc, je trouve que c'est. Excuse-moi, je te coupe. Dans un de vos épisodes où vous abordez le sujet des bars tabac, je crois que tu avais une invitée qui disait qu'en fait pour acheter un bar tabac, il faut être français en plus. Bah oui, c'est hyper compliqué parce qu'il y a des licences, il y a une licence qui est liée à la vente de tabac, qui est un produit qui est sous monopole français. Enfin, donc c'est hyper compliqué. Donc il faut pas avoir de casier, il faut être français, ils font des efforts, efforts pour te proposer ce service-là, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est encore une fois pas vraiment une question de nationalité, quoi, parce que du coup, en l'occurrence, le propriétaire est français.
Après, si Ouais. j'embauche des personnes chinoises, c'est autre chose, effectivement. Mais du coup, juste une question Ouais. physiologique, quoi. Et donc à cette soirée-là, donc il me dit ça, donc je lui explique et tout. J'essaie d'être hyper pédagogue, mais je suis un peu fatiguée. Et après, je sais pas, on était un groupe, donc puis je parle à une copine, un copain, une copine, et je lui dis, oh là là, il y a machin qui m'a dit ça et tout, c'est hyper raciste. Hein. Et elle m'a dit, et là j'étais plus sciée par elle que par lui. Elle m'a dit, tu sais, il est en train de divorcer en ce moment, faut pas lui en vouloir. Hein. Et là, je me suis dit, oh, et en fait, c'est ce travail-là qu'il faut faire, en fait, avec nos amis, et avec son pote. En fait, elle lui dit, ah, mon pote est en train de divorcer, je lui passe tout, il peut être sexiste, raciste, homophobe, parce qu'en fait, il est en train de divorcer, le pauvre. Mais je me suis dit, mais en fait, le travail, il doit se faire là, c'est de dire à ce gars, de lui dire, écoute, gars, ce que tu dis, c'est pas possible. Hein. Même si tu es en un sens de divorce, je veux dire, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que tu vis la merde, tu vis de la merde en ce moment. C'est sûr que c'est difficile pour toi, mais ça t'autorise pas en fait à mettre ta merde sur les autres. Et il y a aussi un travail, tu sais, être allié, c'est aussi porter cette parole-là auprès des nôtres en disant, tu ne peux pas, parce qu'en fait, cette fille, cette copine-là, elle a beaucoup plus d'impact sur ce gars que moi, parce que c'est une fille blanche, parce que elle le voit plus souvent que moi, enfin même pour d'autres choses, tu vois. Et en fait, le fait qu'elle a déjà baissé les bras, ça m'a trop vénère en fait, parce que je me suis dit, lui il est raciste, peut-être qu'il sait pas qu'il est raciste, hein, ou que ses propos sont racistes, mais toi tu me dis ouais non mais c'est horrible, mais attends, il faut meuf, t'es dans mon camp en fait. faut pardonner. Ouais, je dis mais dans quel camp tu es, dans quel camp tu es. Donc voilà, en fait être allié c'est aussi ça, c'est d'aller dire à ton pote qui dit de la merde et qu'il faut qu'il se ressaisisse pour tout pour tout, et que ça se trouve si sa femme l'a quitté c'est parce qu'il était raciste. Non, c'est peut-être pas vrai, non, je dis ça comme ça, je sais pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact de votre podcast? Est-ce que tu aurais des anecdotes ou des histoires à nous raconter de comment votre podcast a pu avoir un impact sur la vie des gens? Eh bien, alors on reçoit beaucoup de courriers pour notre podcast et par mail, sur Twitter, etc. Et donc je remercie vraiment les gens qui prennent le temps, le soin de nous écrire après avoir écouté un épisode. C'est vraiment hyper attentionné nous en fait au départ on avait créé ce podcast pour nous, pour les personnes qui subissent du racisme, pour qu'elles aient ce safe place. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui n'étaient pas directement concernées par le racisme, mais qui écoutent, parce que c'est vrai que j'imagine la catégorie de personnes qui écoutent des podcasts, c'est aussi des catégories de personnes plutôt blanches, plutôt CSP+, plutôt des femmes aussi. Donc il y a cette démographie là, et donc pas du tout forcément les gens à qui on pensait quand on a créé le podcast, et qui nous ont aussi beaucoup, enfin il y a des gens qui nous disent qu'ils ont beaucoup appris, qu'ils ont et donc ça, c'est vraiment très précieux pour nous, parce que c'est aussi comme ça que ça avance. C'est-à-dire que si nous on prêche que des convaincus, ou que des gens qui sont acquis à cette nécessité de faire avancer la société française, c'est sûr qu'on on reste entre nous, et c'est pas du tout le but de la lutte antiraciste. C'est pas de rester entre nous et d'être d'accord avec nous-mêmes. C'est bien sûr que de changer en profondeur la société, et qu'on puisse vraiment dire que l'égalité c'est pas un mot creux, mais c'est quelque chose qui va comprendre des classes dites minoritaires. Ouais, c'est vraiment ça le but. Donc on est hyper contente. Enfin moi je suis hyper contente que le podcast existe et qui continue d'exister après pour une quatrième saison. Puis il y a des personnes qui nous écrivent, qui écoutent, et qui se sentent en fait concernés, sans être directement concernés, mais concernés par ce fléau qui est celui du racisme. Vraiment, c'est top. Donc on a énormément de personnes qui nous écoutent. On a très envie d'aller à la rencontre de nos publics, hein, parce que c'est bien de faire un podcast. Enfin, je suis très contente, mais après on est en studio, et cette année, on aimerait beaucoup, si les conditions sanitaires nous permettent, en 2021-2022, de faire davantage de rencontres, d'aller voir, de faire des enregistrements en public, parce que ce qui est génial, c'est d'avoir des échanges avec des gens, parce que le racisme, c'est de la théorie aussi, mais c'est de la pratique. C'est-à-dire comment on fait au quotidien, comment je réponds à la maîtresse qui dit quelque chose à mon enfant, comment je réponds à mon voisin qui me fait des réflexions, comment j'en parle à mon mari des fois, ou ma compagne, le racisme peut provenir aussi des sphères les plus intimes de
notre vie. Voilà. En fait, c'est comment est-ce que on surmonte ça ensemble, quoi. Donc voilà. Donc ça serait vraiment chouette d'avoir ces opportunités-là pour l'année qui vient. Trop bien. Et est-ce que par hasard, t'as Et une une anecdote. histoire Ah concrète oui. en tête En fait, Je sais pas si t'as, hein, non. si. Non mais j'en ai tellement, enfin des fois je lis le courrier et ça me fait pleurer tellement les gens nous confient des histoires hyper intimes, moi, enfin je sais, enfin des personnes qui, ah oui, j'ai une histoire à qui j'avais répondu une fois. C'était une femme qui nous avait écrit après avoir écouté un épisode sur le racisme à l'école. Et c'était une femme, c'est une femme qui vit en Amérique du Sud, en Ok. Guyane française, enfin en Guyane, et qui est prof à l'école, dans une école, et qui nous avait écrit les humiliations racistes que subissaient les étudiants, enfin les élèves de l'école, euh, de la part des enseignants et enseignantes, et de la part aussi de leurs camarades. Et ça m'avait tellement, enfin j'étais tellement triste, ça m'avait tellement, mais je ressentais aussi le besoin qu'elle avait d'en parler, et le fait de Ouais. l'entendre dans un podcast de la bouche de quelqu'un d'autre qui décrit exactement les mêmes humiliations que elle pouvait voir au jour le jour, être témoin. Ça l'avait vraiment, enfin, elle avait pris le temps de nous écrire, de nous raconter ce qui se passait dans son école, et j'avais vraiment, enfin, bon, c'est une histoire triste parce que je connais pas la suite. Je sais pas si elle a réussi à faire, à pouvoir aider, de faire changer les choses. Mais déjà, elle s'est Mais sentie entendue et comprise voilà, et moins seule, c'est, quoi. mais c'est moins seul, c'est triste, mais je suis sûre que ça a réussi, parce que ces témoignages-là, ils étaient décousus avant, c'est-à-dire qu'il y en avait un en Guyane, un à La Ouais. Réunion, un dans le sud de la France, etc. Et aujourd'hui, il y en a, il y a plein d'espaces de notre podcast, mais plein d'autres où on peut se dire, mais attends, là il y a un schéma là, en fait, c'est le schéma du racisme, et que il faut que, enfin, je pense que ça fait avancer les choses, même si c'est lent, et que c'est triste, parce que il y a urgence pour tout le monde, mais que on est encore à des où on compte des points, et on compte nos équipes qui sont encore peu, enfin, toujours, moi j'ai grand espoir pour demain, parce que même si il y a énormément de réticence, énormément de personnes, là on est dans une année présidentielle. Donc il y a des discours à la télé, à la radio, qui sont abominables, que je trouve. Moi, des fois, j'écoute et je m'énerve toute seule dans ma cuisine, parce que je trouve ça terrible de passer ce genre de discours à l'antenne, des gens qui sont complètement ignorants de leurs biais, et qui sont là en train de déblatérer des choses complètement euh, Raciste. racistes, sexistes, tout, enfin, et qu'ils ont pignon sur rue. Et je sais que les nouvelles générations, il y en a plein qui arrivent et qui sont extrêmement sensibles, et qui sont beaucoup plus, comme toi, enfin comme d'autres gens qui t'écoutent. Je sais, je sais, parce que je les ai vus, je les ai rencontrés, et je sais que il y a des forces vives qui sont à l'œuvre, et que Ça fait le ça sens de vient. l'histoire, hein, c'est clair. Ça vient, mais Mais trop c'est, lentement. ah, il faut déboulonner les statues et déboulonner les discours, des discours du passé, quoi. Voilà. Merci, c'était super inspirant. Merci Pierre, Merci Grace, merci. c'était un super mot de la fin. Abonnez-vous à l'Air Super Podcast Kiffe ta race. Vous pouvez écouter le premier épisode qu'on a fait avec Grace Lee sur son histoire et le racisme anti-asiatique spécifiquement. Et si tu veux découvrir d'autres humains rayonnants comme Grace, eh ben abonne-toi et parle de ce podcast à un ou une amie, ça m'aide énormément. Ciao tout le monde. Ça te dit qu'on se rencontre? J'organise le premier meet-up de l'histoire de Soif de Sens. J'ai réservé un bar-resto veggie trop bon, samedi 30 octobre à Paris, de 18h à minuit. Donc c'est samedi prochain, si tu écoutes cet épisode à sa sortie. Je te mets le lien, j'ai fait un événement Facebook tout propre en description, avec des photos de bouffe veggie trop bonnes qui font baver. Pour faire court, c'est vers Bastille, le bar s'appelle Les Bariolés de Maude, c'est dans le 11e, attention, ils ont aussi un resto dans le 9e, donc tu te retrouves pas tout seul paumé au milieu du 9e, c'est 8 rue Saint-Bernard. Dites-moi juste en DM sur Insta si vous venez, que je puisse dire à peu près au resto combien on va être, quoi. Et deuxièmement, si tu peux pas venir, eh ben j'ai aussi une surprise pour toi.
comme je disais en intro, je prépare un podcast spécial où tu me poses toutes tes questions que tu veux, les plus folles, les plus indiscrètes, que ce soit pour parler éco-anxiété, argent, charge mentale, quête de sens professionnel, l'envers du décor des interviews, qui est le pire invité, j'en sais rien, ce que tu veux. Aussi, n'hésite pas à poser des questions très perso sur ta situation à toi. Souvent, c'est ces questions-là qui aident le plus les autres auditeurs et auditrices. Voilà, suffit de m'envoyer ta question en message vocal. Je l'intégrerai dans l'épisode. Envoie-le-moi en message vocal, donc sur Instagram, en DM Instagram, @pierre.chevel. Ciao et à samedi pour boire des coups.